En cela, en est venue à représenter un mouvement. 50 ans plus tard, Rita Braver s'entretient avec certaines des femmes à l'origine de Ms. Magazine. J'ai eu un avortement quand j'étais à Londres. Et pourquoi cette expérience commune n'a-t-elle pas été évoquée? Gloria Steinem a passé sa vie à dire aux femmes de s'exprimer, mais elle est restée silencieuse sur ses propres expériences sombres pendant des décennies. Dans les années 1960, des hommes puissants dans le journalisme lui ont fait des propositions horribles. L'un l'a plaquée au sol et a essayé de la forcer. Elle a dû le mordre pour s'échapper. D'autres lui ont promis des emplois en échange de rencontres privées. Elle ne les a jamais nommés, mais certains ont été exposés plus tard comme des prédateurs. À 91 ans, elle admet enfin pourquoi elle est restée silencieuse toutes ces années. La vérité sur ce qu'elle a enduré va vous choquer. Gloria Steinem est née le 25 mars 1934 à Toledo, dans l'Ohio. Elle n'est pas venue au monde dans un hôpital tranquille, mais à l'intérieur d'une minuscule caravane attelée à la Dodge de son père. Son père gagnait sa vie en vendant des antiquités, toujours en mouvement, et son enfance a été tout aussi instable. Quelques semaines seulement après sa naissance, sa mère, Ruth, autrefois une journaliste respectée, a eu une terrible dépression nerveuse. Elle a commencé à voir des choses et à entendre des voix, croyant que la radio lui parlait directement. Quand Gloria a eu 10 ans, elle avait fréquenté 12 écoles différentes. Son père ne restait jamais longtemps au même endroit et elle vivait la plupart du temps dans une voiture, faisant ses devoirs entre de longs voyages en voiture et des marchés aux puces. En janvier 1944, quand Gloria avait seulement 9 ans, son père les a finalement quittés. C'était au milieu d'une tempête de neige près de Battle Creek dans le Michigan. Il est parti avec 500 $ d'une partie de poker et n'a jamais regardé en arrière. Gloria et sa mère ont été laissées à survivre dans une maison glaciale à Toledo. La chaudière ne fonctionnait pas et la ville l'avait déjà déclarée dangereuse. Entre 1944 et 1946, Ruth a été envoyée dans des institutions psychiatriques à 3 reprises. Cela a laissé Gloria, une enfant, s'occuper de tout, acheter des provisions, payer les factures, baigner sa mère et essayer quand même d'aller à l'école, arrivant souvent en retard. Ces années lui ont appris quelque chose de profond, que l'argent et la dépendance pouvaient piéger les femmes d'une manière dont personne ne parlait. Elle se souvenait avoir volé de petites pièces dans des bouteilles de lait juste pour que sa mère n'ait pas à supplier son père par télégramme. Même quand Gloria était adolescente, rien ne semblait stable. La maison tombait en ruine, sa mère n'allait toujours pas bien et elles avaient à peine de quoi s'en sortir. En 1950, quand elle avait 16 ans, une église voisine a acheté leur maison délabrée, ce qui a ouvert une petite fenêtre. Gloria pouvait maintenant vivre avec sa sœur aînée à Washington, D.C. et y terminer ses études secondaires. Elle a commencé à Wade High à Toledo et a ensuite déménagé à Western High School à D.C. où elle jonglait avec des emplois de babysitting et de caissière, juste pour se payer de la nourriture et le bus. Malgré tout ce qui se passait, elle a figuré au tableau d'honneur et a obtenu son diplôme en juin 1952. Elle cachait son bulletin scolaire pour que sa mère ne soit pas confuse et paniquée. Elle apprenait déjà à survivre tranquillement et à continuer d'avancer. À l'automne de la même année, elle a obtenu une bourse complète pour le Smith College, l'une des meilleures écoles pour femmes. Gloria a choisi d'étudier le gouvernement et elle était l'une des 43 étudiantes de sa majeure. En 1953, au moment même où le sénateur Joseph McCarthy accusait des gens d'être communistes en direct à la télévision, Gloria a aidé à organiser un faux procès sur le campus pour se moquer de ses audiences. Ses camarades de classe et elle ont brandi des cartes vierges pour plaisanter sur les accusations vides de McCarthy. 700 personnes se sont présentées et des journaux en ont parlé. Certains professeurs l'ont averti que cela pourrait nuire à ses futures chances d'emploi, mais Gloria s'en fichait. Elle a dit « La peur doit être ridiculisée, pas obéie ».
Elle a quand même conservé une moyenne pondérée cumulative de 3,8 et a obtenu son diplôme avec mention en 1956. En 1957, juste avant de partir en Inde pour un voyage de recherche, quelque chose s'est produit qui a tout changé. Gloria est tombée enceinte. L'avortement était illégal aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Mais à Londres, un médecin nommé John Sharp a accepté de l'aider. Il lui a seulement demandé de garder son nom secret et a promis de vivre sa vie comme elle le voulait vraiment. Le risque était énorme. S'il était pris, il aurait pu être condamné à 5 ans de prison. Gloria n'a jamais oublié sa gentillesse. Elle a dit que s'il ne l'avait pas aidée, elle ne serait peut-être jamais devenue écrivaine ou militante. Elle n'en a parlé publiquement qu'en 1971. Mais cette expérience est devenue l'une des raisons pour lesquelles elle s'est battue pour les droits des femmes. De 1957 à 1969, Gloria a voyagé à travers toute l'Inde. Elle faisait des recherches sur les femmes des villages et leur rôle dans la société. Elle vivait avec seulement 4 roupies par jour, dormait dans de simples ashrams et a marché des milliers de kilomètres avec des personnes dans le mouvement de donation de terre. Elle a rencontré des femmes de castes inférieures qui travaillaient dur toute la journée pour seulement quelques poignées de riz et qui donnaient quand même des terres à ceux qui n'en avaient pas. Le fait de voir cela a façonné sa façon de penser aux femmes, à la classe et au pouvoir. Elle a écrit dans ses notes que le véritable changement ne venait pas des grands bâtiments gouvernementaux, mais des puits de villages où les femmes recueillaient de l'eau. Des années plus tard, elle a dit qu'elle avait vu les racines de l'intersectionnalité dans ces villages bien avant que quiconque utilise comme si saisir le mot. Elle est retournée aux États-Unis au début de l'année 1956 et a obtenu son diplôme avec grande distinction. Smith lui a décerné une prestigieuse bourse Harvard d'une valeur de 2400 $. Mais la santé de sa mère s'était de nouveau détériorée. Gloria a choisi de ne pas aller à Harvard. Au lieu de cela, elle a déménagé à New York et a rendu visite à sa mère à Toledo chaque mois, l'aidant à payer les factures d'hôpital et les documents. Elle a également commencé à proposer des articles. Son premier article rémunéré portait sur des gadgets de cuisine sophistiqués et lui a rapporté 100 $, juste assez pour réparer le toit de sa mère. Ce choix, a-t-elle dit plus tard, lui a montré ce que signifiait vraiment le féminisme. Il ne s'agissait pas seulement de politique, il s'agissait aussi de famille. En octobre 1957, Gloria est arrivée à Manhattan presque sans rien. Elle avait des reçus de longs trajets en bus, un carnet rempli d'idées et à peine de l'argent. Elle a travaillé comme serveuse dans un restaurant pour 80 cents de l'heure et a fait des pourboires qui dépassaient rarement 5 $ par nuit. Sa chambre à la Maison internationale coûtait 12 $ par semaine et chaque dollar comptait. Son premier article publié portait sur le prix différent de la contraception pour différentes femmes. Il n'a rapporté que 50 $, mais c'était un début. Elle disait souvent que sa véritable éducation provenait de l'équilibre des plateaux et des lettres de rejet. Puis elle est retournée en Inde de 1958 à 1960 avec une autre bourse d'études. Cette fois, elle a parcouru plus de 11 000 kilomètres, a dormi dans des gares et a interviewé des femmes pauvres dans tout le pays. Elle a vu des femmes d'Ali gagner seulement 25 pieds pour le transport de briques lourdes. Dans un village du Tamil Nadu, elle a vu 2 sièges du conseil réservés aux femmes, ce qui était du jamais vu à cette époque. Elle a écrit des rapports et les a envoyés par la poste à des journaux sous un faux nom. Et ces histoires ont lentement commencé à ouvrir les yeux. Mais au début des années 1960, son passé allait susciter la controverse. De 1960 à 1962, Gloria a aidé à diriger un groupe de jeunes qui envoyaient des étudiants à des festivals anti-Siettes. Plus tard, il a été révélé que le groupe avait reçu un financement secret de la CIA. En 1967, un magazine a découvert toute l'affaire. Gloria a admis qu'elle savait d'où venait l'argent, mais a déclaré que l'agence avait été libérale et honorable. La nouvelle a choqué les gens. Comment une future icône féministe pouvait-elle être liée à quelque chose comme ça?
Mais cela a également montré que Gloria avait toujours évolué dans des espaces puissants et complexes. En septembre 1962, elle a finalement eu une grande opportunité. Son article « Le désarmement moral » de Betty Coed a été publié dans Esquire. Il montrait que la plupart des femmes craignaient que leur carrière ne ruine leurs chances de mariage. Gloria l'a étayé avec des sondages et des données concrètes, allant même jusqu'à tracer l'augmentation rapide de l'utilisation de la contraception. Certains lecteurs étaient en colère. Une lettre anonyme est arrivée avec un chapelet rose et une menace. Mais l'article a fait mouche et a fait connaître son nom. En 1963, elle a fait quelque chose d'encore plus audacieux. Gloria s'est infiltrée en tant que Bunny Playboy. Pendant 17 jours, elle a travaillé au New York Playboy Club sous un faux nom. Son travail était rémunéré à seulement $1 de l'heure. Et après les frais de costume, elle gagnait à peine 18 $ par semaine pour 54 heures de travail. Les règles étaient strictes. Elle était inspectée avant chaque quart de travail. Elle devait porter un corset et effectuer le bunny dip correctement. Les clients étaient autorisés à toucher tant qu'ils laissaient un pourboire. Gloria a pris des notes, les a cachées dans ses manches et a transformé l'expérience en un exposé choquant en 2 parties. L'article a provoqué une tempête médiatique et a entraîné des changements majeurs au club. Mais cela a également nui à sa carrière. De nombreux rédacteurs en chef la considéraient simplement comme un joli visage qui se déguisait pour des histoires. En mars 1969, Gloria Steinem est entrée dans le sous-sol d'une église à New York avec juste un carnet à la main. Elle était venue faire un reportage sur un petit rassemblement, pas pour y participer. Mais ce qu'elle a entendu ce jour-là allait changer sa vie à jamais. Une par une, 12 femmes se sont levées et ont partagé des histoires douloureuses et terrifiantes sur leurs avortements illégaux. Certaines avaient eu les yeux bandés et avaient été emmenées dans des appartements étranges. Une femme avait payé 1 500 $ à un homme à Brooklyn pour saigner pendant des jours. Ces femmes protestaient contre le fait que l'État adoptait des lois sur l'avortement sans même demander l'avis d'une seule femme. Gloria était assise au fond et écoutait, et quelque chose a changé profondément à l'intérieur d'elle. Elle a appelé cela plus tard son grand déclic. À 35 ans, elle s'est levée et a partagé sa propre histoire sur son avortement en 1957 à Londres. Cela avait été un secret pendant des années, mais ce jour-là, elle l'a dit à voix haute. Et à partir de ce moment, elle n'était plus seulement une journaliste. Elle est devenue une militante. Elle a dit plus tard qu'elle avait l'impression d'avoir franchi une frontière et brûlé le pont derrière elle. 4 semaines plus tard, le 7 avril 1969, le magazine New York a publié son puissant essai intitulé « Après le Black Power, la libération des femmes ». Elle y comparait directement le racisme et le sexisme. Elle a souligné que les femmes ne gagnaient que 59 cents pour chaque dollar gagné par un homme et que seulement 2% de tous les managers étaient des femmes. Les téléphones du magazine n'ont pas arrêté de sonner. Des centaines de femmes ont appelé pour savoir comment elles pouvaient rejoindre le mouvement. Certains annonceurs étaient tellement en colère qu'ils ont menacé de retirer leur publicité. Mais ces mots s'étaient déjà répandus. L'article a été réimprimé dans 42 journaux universitaires en juin. Steinem était devenue une voix que les gens entendaient enfin. Certains l'aimaient, d'autres se moquaient d'elle, mais personne ne pouvait plus l'ignorer. Le 17 juillet 1971, elle a aidé à lancer quelque chose de réel et de pratique. Avec 2 autres femmes, elle a fondé la Women's Action Alliance à Manhattan avec une petite subvention de 20 000 $. Leur bureau était minuscule, une seule pièce, mais des lettres affluaient de femmes de tout le pays. Elles voulaient de l'aide pour lutter contre la discrimination sur le lieu de travail. Elles avaient besoin de ressources pour élever des enfants d'une manière qui ne renforce pas les anciens rôles de genre. Steinem a dirigé le conseil d'administration de 1971 à 1978 et s'est assuré que le groupe se concentrait sur l'action et pas seulement sur la parole.
En 1975, elles avaient expédié 50 000 exemplaires de leur guide de développement de l'enfance. Il a aidé les écoles à cesser d'utiliser des livres qui ne montraient que des mères en train de cuisiner et de nettoyer. Elles ont également lancé la toute première ligne d'assistance téléphonique pour les femmes battues aux États-Unis en janvier 1973. Au début, les appels étaient pris grâce à un standard téléphonique emprunté. Elles n'avaient pas grand-chose, mais elles ont continué. Entre septembre 1969 et août 1970, Steinem a pris la parole lors de 38 rassemblements. Elle voyageait constamment, se présentant devant les bâtiments du Capitole, les parcs municipaux et les campus universitaires. Elle prenait la parole en moyenne une fois tous les 10 jours. Lors d'un rassemblement à Central Park en novembre 1969, elle a brandi des offres d'emploi de ce même matin. L'une disait qu'un homme gagnerait jusqu'à 160 $ par semaine. Une autre disait qu'une femme ne recevrait que 90 $ pour le même travail. La foule a haleté. Lorsque des perturbateurs lui ont dit de rentrer chez elle et de cuisiner, elle a souri et a dit qu'elle ne cuisinait que des révolutions. Lentement, les médias ont commencé à changer de ton. Un journaliste de la BBC l'a qualifiée de persuasive, pas de colérique. Les gens ont commencé à voir les féministes sous un nouveau jour. Puis est arrivé quelque chose que personne n'attendait. Le 20 décembre 1971, un numéro spécial de prévisualisation de Ms. Magazine est sorti. Il était censé être un encart unique à l'intérieur du magazine New York, mais en 8 jours, il s'est vendu à 300 000 exemplaires. Cela a choqué le monde de l'édition, majoritairement masculin. Steinem a dit que cela prouvait qu'il y avait un public énorme pour les voix des femmes que personne n'avait jamais pris la peine de compter. Plus de 26 000 personnes ont envoyé des chèques pour s'abonner avant même qu'un seul numéro complet n'existe. Le succès leur a donné assez d'argent pour dire non aux annonceurs qui ne s'alignaient pas sur leur message. En janvier 1972, Ms. a publié son premier numéro autonome. Il était audacieux, fougueux et sans excuses. Il contenait des histoires sur le bien-être social, la maternité lesbienne et la suppression des mots sexistes comme « chairman ». Les détaillants de cet État ont refusé de le vendre, mais il s'est quand même vendu à 350 000 exemplaires, plus que le magazine Esquire ce mois-là. Steinem s'est assuré que seules des femmes soient responsables de la rédaction et de la publication. Elle a dit que les histoires des femmes ne devraient plus jamais avoir à attendre la permission d'un homme. Au printemps 1972, quelques mois seulement avant l'affaire Roe v. Wade, Ms. a imprimé un message d'une page entière signé par 53 femmes célèbres. Elles ont toutes dit qu'elles avaient avorté, même si c'était encore illégal dans de nombreux États. Steinem savait que cela pouvait la conduire en prison, mais elle l'a fait quand même. Le magazine comprenait un coupon pour que d'autres femmes puissent également signer. Plus de 10 000 personnes ont renvoyé les leurs par la poste. La pression a augmenté jusqu'à ce que la Cour suprême légalise finalement l'avortement le 22 janvier 1973. La couverture de ce premier numéro montrait autre chose qui a fait des vagues. C'était Wonder Woman, avec le titre Wonder Woman for President. Steinem avait découvert que le personnage de bande dessinée avait été dépouillé de ses pouvoirs par des rédacteurs masculins. Cette couverture a contribué à changer cela. Des milliers de lettres ont afflué chez DC Comics et en janvier 1973, Wonder Woman a récupéré ses pouvoirs. Certains annonceurs pensaient que les bandes dessinées n'étaient pas assez sérieuses pour un vrai magazine, mais Ms. a gagné plus d'abonnés que jamais. Cette couverture a fait de Wonder Woman un symbole féministe. En 1975, Ms. était vendue dans 22 pays. En juillet de la même année, il a publié une enquête de 8 pages sur les mutilations génitales féminines, une pratique qui touche près de 100 millions de filles. C'était la première fois qu'un grand magazine américain osait qualifier cela de violence et non de culture. Certains ambassadeurs étaient furieux, mais les lecteurs l'ont désigné comme l'histoire la plus importante de l'année.
Les dons des lecteurs ont permis de financer un groupe de l'Organisation mondiale de la santé sur la question en 1977. Entre 1973 et 1976, Ms. a refusé de publier des publicités pour les cigarettes et les pilules amaigrissantes. Ils ont également limité le contenu de beauté et rejeté les publicités sexistes. Cela a coûté au magazine environ 2 millions de dollars. Revlon a retiré ses publicités après que le magazine a présenté une féministe soviétique sans maquillage en couverture en 1980. Pour maintenir le magazine en vie, ils ont augmenté les prix d'abonnement et organisé des concerts de bienfaisance. Steinem a dit qu'il ne laisserait jamais l'argent des publicités décider de ce qu'il pouvait ou ne pouvait pas dire. En juillet 1971, Steinem a aidé à lancer le National Women's Political Caucus. Aux côtés de Bella Abzug, Shirley Chisholm et Betty Frere-Eden, elle a rassemblé 324 femmes de 27 États. Elles ont rédigé un plan exigeant que la moitié de tous les délégués politiques en 1972 soient des femmes, et elles l'ont fait. Les femmes à la Convention démocrate sont passées de 13% en 1968 à 40% en 1972. En 1980, plus de 220 femmes formées par le caucus avaient été élues à des fonctions publiques. En novembre 1977, Steinem a aidé à organiser la Conférence nationale des femmes à Houston. Elle a duré 4 jours et a rassemblé 2000 délégués de tous les États. Elles ont débattu de 26 questions et ont créé un plan de 20 000 mots qui demandait l'adoption de l'amendement sur l'égalité des droits. À l'extérieur de l'événement, 15 000 manifestants dirigés par Phyllis Schlafly se sont rassemblés contre eux. Steinem a dit que les femmes à l'intérieur étaient plus représentatives que la plupart des législatures. La conférence avait un budget de 5 millions de dollars et a été diffusée en direct sur C-SPAN. C'est devenu le guide de l'administration Carter sur la politique en faveur des femmes. En octobre 1983, Steinem a publié son livre « Outrageous Acts and Everyday Rebellions ». Il s'est vendu à 100 000 exemplaires au cours du premier mois. Un essai décrivait son travail d'infiltration en tant que Bunny Playboy, révélant les bas salaires et les examens médicaux invasifs. Un autre comparait les lois nazies sur les femmes aux restrictions modernes sur l'avortement. Les critiques étaient furieux. Certaines bibliothèques ont interdit le livre et les téléphones du magazine ont sonné avec des appels de colère. Mais le livre est devenu un best-seller et a apporté ses idées à une nouvelle génération. En 1986, elle a rejoint le campement de femmes pour un avenir de paix près d'une base de missiles à New York. Pendant 6 semaines, 12 000 femmes de 12 pays y ont campé, protestant contre les armes nucléaires. Steinem a prononcé le discours d'ouverture, qualifiant les armes nucléaires de forme ultime de violence masculine. Plus de 650 femmes ont été arrêtées, dont 2 politiciennes du Danemark. Leurs actions ont forcé le gouvernement américain à répondre à des questions difficiles lors de réunions internationales. Les manifestations ont contribué à jeter les bases de futurs traités. Au cours de la même décennie, Steinem est devenu un témoin clé au Congrès au sujet de la pornographie. En novembre 1983, elle a pris la parole lors d'une audience du Sénat, expliquant comment la pornographie alimentait la violence dans le monde réel. Ces paroles ont influencé le rapport ME en 1944 et ont contribué à façonner un projet de loi de 1986, bien qu'il n'ait pas été adopté. Malgré cela, ces efforts ont changé la façon dont les législateurs parlaient de l'exploitation sexuelle. Et en 2013, le président Barack Obama lui a remis la médaille présidentielle de la liberté. Il a dit qu'elle avait transformé l'indignation en action. Cette médaille a honoré tout ce qu'elle avait fait, même le travail qui n'a pas toujours fait les manchettes. Pendant de nombreuses années, Gloria Steinem était connue pour avoir dit « Une femme a besoin d'un homme comme un poisson a besoin d'un vélo ». C'est pourquoi les gens ont été choqués lorsqu'elle s'est mariée à l'âge de 66 ans. Le 3 septembre 2000, elle a épousé David Bale, un homme d'affaires né en Afrique du Sud,
qui était également le père de Christian Bale. La cérémonie a eu lieu au domicile du chef Cherokee Wilma Maniller en Oklahoma. Au lieu de dire mari et femme, ils ont choisi de s'appeler partenaires. S'ils avaient des maisons séparées, à New York et à Los Angeles, et n'ont jamais mélangé leurs finances. Gloria n'a pas changé de nom de famille. Un peu plus de 3 ans plus tard, le 30 décembre 2003, David Bale est décédé d'un lymphome cérébral. Gloria a qualifié plus tard leur mariage de l'acte politique le plus heureux de ma vie. Beaucoup n'arrivaient pas à croire qu'elle s'était mariée du tout, mais cela a montré ce qu'elle avait toujours cru, que ce n'est pas votre âge qui façonne votre vie, mais les choix que vous faites. En 2015, Gloria a partagé quelque chose qu'elle avait gardé privé pendant plus de 80 ans. Dans ses mémoires, Ma vie sur la route, elle a révélé que lorsqu'elle avait environ 9 ans, elle avait été touchée sexuellement par des personnes censées être des amis de la famille. À cette époque, elle vivait sur la route avec son père, qui était antiquaire. Elle a dit que cette expérience lui avait fait prendre conscience à quel point la violence pouvait être silencieuse et cachée. Même si elle avait passé des décennies à se battre pour la sécurité des femmes, elle n'avait jamais parlé publiquement de sa propre douleur jusqu'à présent. Elle a également expliqué que c'était la raison pour laquelle elle laissait les lumières allumées en dormant, même à l'âge adulte, car c'est dans l'obscurité qu'elle avait le plus peur. Ces paroles ont aidé les gens à comprendre que les combats qu'elle menait n'étaient pas seulement politiques, ils étaient profondément personnels. Ce qu'elle avait vécu, enfant, lui a donné la force de pousser au changement, même quand il était douloureux de s'en souvenir. Dans les années 1980, Gloria a entamé une relation discrète qui a duré 10 ans. Elle est tombée amoureuse de Franklin A. Thomas, qui a été le premier homme noir à diriger la fondation Ford. Ils se sont rencontrés en travaillant sur des projets de droit civique et ont gardé leur propre maison, la sienne à Manhattan, la sienne à Brooklyn. Ils ne se sont jamais mariés. Elle avait également fréquenté l'Olympien Rafer Johnson et le cinéaste Mike Nichols. Plus tard, dans les années 1990, sa relation avec le magnat des médias, Mort Zuckerman, est devenue publique après qu'elle l'ait qualifiée d'une époque de solitude dorée. Malgré tout, Gloria n'a jamais renoncé à voyager. Elle passait la plupart de l'année sur la route à travailler pour les causes auxquelles elle croyait. Les enfants de Franklin lui ont même donné un surnom, Glow, et ont accepté sa place dans la vie de leur père. À une époque où beaucoup s'attendaient à ce que les femmes se casent, la vie de Gloria a montré que l'amour n'avait pas à suivre les anciennes règles. Ces relations étaient la preuve que la proximité n'a pas à signifier renoncer à sa liberté. À l'âge de 52 ans, en 1986, Gloria a trouvé une grosseur dans son sein. Il s'est avéré que c'était un cancer. Elle a choisi de subir une tumorectomie suivie de 6 semaines de radiothérapie, ce qui était encore un nouveau type de traitement à l'époque. Elle a parlé ouvertement de la douleur, de la fatigue et de la façon dont ses cheveux s'étaient clairsemés. La plupart des militants étaient considérés comme forts et intrépides, mais elle voulait que les gens sachent que même les dirigeants tombent malades et qu'il est normal d'en parler. Elle a commencé à prendre la parole lors de conférences médicales et a aidé à faire pression pour une loi qui élargissait les examens de dépistage gratuits du cancer pour les femmes pauvres. Elle est devenue loi en 1990. Elle s'est également assurée que Ms. Magazine publie de vraies histoires de femmes qui avaient subi un traitement. La maladie de Gloria ne l'a pas arrêtée. Elle est devenue partie intégrante de son message. Elle a dit plus tard que le fait d'avoir traversé un cancer l'avait aidée à réaliser qu'elle devait aussi prendre soin d'elle. Cette leçon, a-t-elle dit, a sauvé à la fois sa santé et sa capacité à continuer à se battre. En 1992, Gloria a publié un livre intitulé « Revolution from Within ». Il faisait près de 600 pages et lorsqu'il est arrivé dans les magasins Science en janvier, les 150 000 premiers exemplaires se sont vendus en une seule journée. Il est resté numéro 1 sur la liste des best-sellers du New York Times pendant 9 semaines. À la fin de cette année, plus d'1 million d'exemplaires avaient été vendus.
Dans le livre, Gloria soutenait que le changement politique ne durerait pas à moins que les femmes ne croient qu'elles en sont dignes à l'intérieur d'elles-mêmes. Certaines personnes se sont moquées du livre, d'autres l'ont encensé. Certaines universités l'ont ajouté aux listes de lecture de psychologie, tandis que d'autres l'ont traité comme une théorie féministe. Même si les critiques en ont débattu, les éditeurs ont vu son succès et ont commencé à chercher d'autres livres qui parlaient de guérison et de politique ensemble. Le livre de Gloria ne s'est pas seulement vendu. Il a changé la façon dont les gens pensaient au féminisme et à l'estime de soi. En 1993, un téléfilm basé sur le célèbre reportage de Gloria sur Playboy a été diffusé sur HBO. Il s'appelait A Bunny's Tale, basé sur le travail d'infiltration qu'elle a fait en 1963 en tant que Bunny Playboy. Le film mettait en vedette Kirstie Alley et a attiré plus de 3 millions de téléspectateurs lors de sa diffusion le 29 février. Les costumes de Bunny ont été recréés exactement comme ils l'avaient été dans les années 60, et le scénario utilisait les vraies notes de Gloria. Après sa diffusion, Playboy a déclaré que les annulations d'adhésion au club avaient bondi de 12%. Plus important encore, un organisme gouvernemental a utilisé le film comme preuve dans une affaire de harcèlement sexuel au travail. Pour les jeunes qui n'ont pas lu l'ancien article, le film leur a ouvert les yeux. HBO l'a même diffusé tous les week-ends de Pâques, ce qui a fait rire les gens, mais a aussi maintenu l'histoire en vie. Gloria a prouvé que même le divertissement pouvait faire partie de la lutte pour le changement. En 2015, Gloria a finalement parlé ouvertement de quelque chose dont les gens chuchotaient depuis des décennies. À la fin des années 1950, elle avait dirigé un groupe appelé Independent Research Service. Il s'est avéré que le groupe avait été financé par la CIA. De 1968 à 1962, la CIA a payé des voyages d'étudiants qui ont contribué à lutter contre l'influence soviétique. Gloria a dit que l'agence n'avait payé que les frais de voyage et ne lui avait jamais dit quoi dire ou écrire. Elle a partagé cela dans ses mémoires, Ma vie sur la route, et a même cité d'anciens mémos de la CIA qui la qualifiaient d'utile parce qu'elle pouvait gagner les gens sans avoir besoin d'une arme. Lorsque le livre était sorti, l'histoire a explosé en ligne. Les gens se sont disputés pour savoir si elle avait été piégée ou si elle avait utilisé le système pour le bien. Les ventes aux 16 penses de livres ont bondi et soudain, les gens l'ont vue non seulement comme une militante locale, mais aussi comme une militante mondiale. La vérité était compliquée, mais elle ne l'a pas fui. Le 17 octobre 2005, Gloria Séjatin s'est jointe à Jane Fonda et Robin Morgan pour lancer le Women's Media Center à New York. Leur objectif était clair: rendre les femmes plus visibles et plus puissantes dans les médias. Elles ont commencé avec un financement de 3 millions de dollars et ont créé une base de données appelée SheSource qui répertoriait des femmes expertes capables de s'exprimer dans l'actualité. Dans leur première grande étude, elles ont constaté que seulement 22 PTA écriraient Wayne 22% des articles de première page. En 2015, ce chiffre était passé à 38%. Gloria a également fait pression pour des campagnes qui ont obligé les chaînes à s'excuser pour des histoires sexistes. Entre 2010 et 2014, CNN a dû s'excuser 5 fois en direct à la télévision. Le Women's Media Center a également formé plus de 12 000 femmes à prendre la parole et a même lancé un projet mondial sur la violence sexuelle dans les zones de guerre. Pour Gloria, ce groupe est devenu un moyen de transformer l'activisme en résultat à long terme. En 2018, la réalisatrice Julie Tamour a commencé à travailler sur The Glorias, un film sur la vie de Steinem. Gloria a accepté de l'aider, mais seulement pour corriger les faits, pas les parties créatives. Pendant plus de 2 ans, elle a donné son avis sur 147 petits détails, des couleurs des sièges d'autobus aux vrais boutons de campagne. Le film a été présenté en première au Sundance Film Festival le 26 janvier 2020, quelques heures seulement avant la nouvelle de la mort tragique de Kobe Bryant. Malgré tout, il a obtenu un score de 77% sur Rotten Tomatoes et a atteint des téléspectateurs dans plus de 200 pays grâce à Amazon.
Gloria a dit que sa scène préférée était celle où Alicia Vikander recréait la Marche pour l'égalité des femmes de 1970, avec 300 figurants correspondant à la taille réelle de la foule. Même si la CO a ruiné la sortie en salle, le film a atteint plus de 1,8 million de foyers au cours de son premier mois en ligne. Il a donné à son histoire un nouveau public, des jeunes du monde entier qui ont maintenant vu le chemin parcouru. Le 12 avril 2025, Gloria, maintenant âgée de 91 ans, a prononcé le discours de clôture de la conférence Jubilee à New York. Plus de 200 personnes sont venues l'entendre, des chefs cuisiniers, des écrivains et de jeunes militants. Elle a parlé du féminisme comme de la plus longue révolution et a dit qu'il devait maintenant inclure aussi la justice climatique. Elle a souligné que les femmes représentent 80% des réfugiés climatiques, mais n'occupent que 15% des postes de direction dans les décisions environnementales. À un moment donné, elle a dit « Dansez plus ». La joie est l'acte le plus subversif. Et toute la foule a applaudi. Après son discours, Padma Lakshmi lui a présenté une chronologie spéciale montrant toutes les victoires depuis la naissance de Miss Magazine en 1972 jusqu'à aujourd'hui. Gloria l'a brandi et a dit « L'histoire n'est pas une ligne droite, c'est une spirale que nous gravissons ensemble. » Son discours a été diffusé en direct et regardé plus de 600 000 fois en 2 jours. Son message touche encore les gens, peu importe leur âge. Après l'annulation de Royce Wade. Le 24 juin 2022, Gloria a transformé ses comptes Instagram et X en outils pour l'activisme. Même si elle reste surtout chez elle à Manhattan, sa voix a atteint des millions de personnes. Sa vidéo épinglée après la décision a atteint 4,6 millions de vues en seulement 3 jours. Elle a expliqué ce que les gens pouvaient censés faire en société ensuite, soutenir les fonds pour l'avortement, faire pression pour des lois étatiques et exiger des changements dans les tribunaux. Elle a publié des numéros de téléphone d'assistance cachés derrière des emojis pour éviter la censure. En mai 2024, elle a partagé un fil de discussion montrant comment les décès liés à la grossesse avaient augmenté de 14% dans les États qui avaient interdit l'avortement. Elle a ajouté « Ce n'est pas théorique, c'est mortel ». Ses abonnés en ligne atteignent maintenant 2,1 millions de personnes, plus que Miss Magazine n'en a jamais eu. Même sans quitter la maison, elle continue de faire avancer le mouvement, transformant les j'aime et les partages en actions concrètes. En avril 2025, Gloria a donné une entrevue émouvante où elle a partagé quelque chose qui la hante encore. Dans les années 1960, elle est restée silencieuse sur le harcèlement sexuel auquel elle a été confrontée, même si elle était déjà une journaliste en pleine ascension. Elle a raconté comment un écrivain bien connu l'avait plaquée et avait essayé de l'embrasser et qu'elle avait dû lui mordre la joue pour s'échapper. Elle ne s'était pas exprimée à l'époque parce qu'elle craignait que cela ne mette fin à sa carrière. Plus douloureusement encore, elle a admis que des journalistes célèbres lui avaient offert des emplois en échange de rencontres privées. Elle ne les a jamais nommés, mais a dit qu'ils avaient été dénoncés plus tard, dans les années 1990. En racontant l'histoire maintenant, elle a montré que même les femmes puissantes se sentent parfois effrayées et silencieuses. Mais elle a aussi montré qu'il n'est jamais trop tard pour parler.